10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Grâce à une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait mécaniquement le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Bienvenue chez 10 000 codeurs. Webinaire 10 000 codeurs du lundi au vendredi, 20h, heure de Paris. Les grandes sœurs et les grands frères donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Des conseils, savoir-faire, savoir-être, des retours d'expérience, les anecdotes, la méthodologie. Autour du baobab, avec les petites sœurs et les petits frères pour préparer la vie de demain. Ce soir, agriculture, 4e mardi du mois, avec la grande sœur Charlotte Libog. Cameroun, le grand frère Bertrand Fofé, l'homme fort de Djangolo. Notre invité ce soir, Steve Ndende, fondateur de AgriZoom, Congo Brazzaville. Une jeunesse décomplexée, une jeunesse ambitieuse, une jeunesse qui connaît les réalités de l'entreprise, une jeunesse prête à l'emploi dans les métiers du numérique. Ce soir, agriculture et commerce, vendre nos produits agricoles en ligne. Comment faire en temps de crise? 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Deron Mulumbu, 28 ans. Deron Mulumbu, jeune entrepreneur et 28 ans. créateur de la première tablette Made in Africa. Ma grande fierté. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Dans la vie, il faut savoir se battre et défendre ses idées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais jamais j'aurais cru que j'en serais venu au mai. Ah, mais le gars est mal. C'est pas parce que tu viens de tu peux me gifler comme ça. Ah ben ça, tu ne veux pas aller en Europe? Ah, on reste ici parce que tu sais quoi? En Europe, quand tu ouvres les robinets, c'est pas de l'eau qui coule, c'est du miel. Ah bon? En Europe, dans les arbres, c'est pas des feuilles qui poussent de l'argent, ça tombe par terre, les gens ramassent ça. Ils vont faire les courses avec au supermarché. Ah bon? Mais oui, Attends. en Europe, en Europe. Hein, les habits, ça pousse dans les champs, comme des jeunes carottes confisquées. Les gens ramassent ça, les habits, les t-shirts, ils mettent ça directement. Ils ramassent les pantalons, ils mettent ça directement. Ils ramassent les chaussures, ils mettent ça directement. Ils repartent saper comme un sapeur congolais. Ah bon? La sape. C'est ça l'Europe. Ah bon? C'est ça l'Europe. Regarde, regarde. Regarde, lui là. Je suis sûr, c'est un bengi, c'est un Europe. Viens là, viens ici toi aussi, l'Européen. Ce gars-là vient d'Occident, c'est un bengi ici. Non, je ne suis pas un Européen. Comment ça, tu n'es pas un Européen? Comment tu aurais pu avoir ça alors? Je suis congolais, c'est moi qui ai créé cette tablette. Oh, Congolais, tu as créé ça? Les lézards mangent des crocodiles, hein? Déjà, ce gars-là représente l'Africain que je déteste. Celui qui pense que rien n'est possible en Afrique. Et de deux, il me parle mal. Oh, mais ce gars est fou! C'est pas parce que tu es occidental que tu peux me frapper comme ça, c'est parce que tu viens de l'Occident! Et à chaque idée reçue que cet homme a sorti de sa bouche, je l'ai giflé. Ah, le gars est malade! À chaque fois que tu sortiras une bêtise, je te giflerai. Une bêtise! On sait très bien que ce sont les blancs, les occidentaux qui font ça, pas les noirs!
travailler. Le gars veut me travailler, il veut se battre, avec moi. Non, voilà. Il veut se battre avec moi. C'est quelle histoire? Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes le mardi 26 janvier 2021. Nous sommes le 4e mardi du mois de janvier. Et tous les 4e mardis du mois, chez 10 000 codeurs, c'est agriculture. Agriculture, tous les 4e mardis du mois. Un rendez-vous à noter pour accompagner la jeunesse du continent dans l'agriculture, vers l'agriculture. Agriculture et jeunesse, souvent, on a l'impression que ça ne fait pas forcément bon ménage. Quand on parle d'agriculture aux jeunes, ils pensent aux anciennes images de l'agriculture. Alors aujourd'hui, l'agriculture se modernise et surtout le continent est le continent de l'agriculture. Comment accompagner la jeunesse dans le secteur agricole? Peut-être avec un petit peu de nouvelles technologies pour cette jeunesse qui est si attachée au numérique. Comment mettre la technologie au service de l'agriculture? Comment faire concilier jeunesse, agriculture et numérique? Voilà un petit peu les questions que nous nous posons. Et par rapport à cela, nous donnons des éléments de réponse avec humilité et surtout avec des experts. Des grandes sœurs, des grands frères, 10 000 codeurs donnent du sens à leur carrière, un peu comme moi, Douglas Mbiondou, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans la formation informatique pour professionnels. J'ai voulu donner du sens maintenant en partageant mes connaissances dans un métier, le métier de développeur d'applications. Dans 5 pays, nous avons accompagné 300 jeunes au métier de développeur, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Guinée. Résultat, 75% d'insertion. Et maintenant, nous racontons l'histoire de ces jeunes et nous montrons à d'autres jeunes comment ces jeunes-là ont pu s'en sortir. Et aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas nous arrêter à 300, puisque nous avons pour 2000, entre 2015 et 2005, mais pas seulement sur le développement d'applications, sur beaucoup d'autres sujets. Et nous nous sommes rendus compte que la priorité pour nous, c'est de sensibiliser les jeunes, parce que les jeunes ne savent pas que le numérique peut changer leur vie. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons avec d'autres professionnels et nous donnons la parole à ces jeunes et nous montrons ces jeunes comment c'est possible de s'en sortir. 4e mardi du mois, 10 000 codeurs, agriculture. On a du beau monde sur le plateau. Regardez avec qui je suis aujourd'hui. Du beau monde, je vous dis. Regardez, on a du très beau monde aujourd'hui. On a bien sûr la patronne de la catégorie agriculture chez 10 000 codeurs, la référente, c'est Charlotte. Charlotte, bonsoir. Bonsoir Douglas, bonsoir Bertrand et bonsoir à Steve également, ainsi qu'à notre auditoire. Je suis très content, Charlotte. Charlotte a accepté. J'avais demandé à Charlotte parce que Charlotte est une référence dans le secteur agricole. Moi, c'est Charlotte qui m'a fait découvrir. Alors, souci de connexion, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, impeccable. Parfait. Donc c'est Charlotte qui m'a fait découvrir un peu l'importance de l'agriculture. Et donc, j'ai proposé à Charlotte, qui vraiment fait un gros plaidoyer sur l'agriculture, l'Afrique, qui travaille sur le terrain avec des hommes politiques, avec des hommes d'affaires, avec des femmes, qui créent en fait des réseaux d'affaires autour de l'agriculture et qui fait vraiment un travail extraordinaire. Je lui ai demandé d'être notre référente et elle a accepté et je m'en réjouis. Et je vais te passer la parole tout de suite, Charlotte, pour nous dresser un petit peu le contexte, le cadre de cette problématique, de ce thème d'aujourd'hui, agriculture, vendre nos produits en ligne. Bertrand, bonsoir. Alors, Alors, Charlotte, je reviens vers toi tout de suite. Je dis bonjour à nos invités et puis je reviens vers toi. Bonsoir Douglas, bonsoir Charlotte et bonsoir Steve. Super. C'est toujours un plaisir d'être là et de contribuer justement à ce super projet de 10 000 codeurs.
qui est en droite ligne avec ce que Django fait, donc de pouvoir redonner à l'Afrique ce qu'on a appris en Occident et de pouvoir justement préparer le développement de notre continent. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et j'espère qu'on va être à la hauteur de vos attentes ce soir. Tout à fait, tout à fait. Bertrand, effectivement, j'aime bien ce que tu as dit, hein, mettre un peu ce qu'on a appris en Europe, c'est un peu ça pour beaucoup de nous de la diaspora, mettre ce qu'on a appris en Europe au service du continent. On a mis déjà ce qu'on a appris en Europe au service de l'Europe. Voilà. D'accord. Ouais. Maintenant, on va essayer de mettre en œuvre ce qu'on a appris au service du continent et en particulier au service de la jeunesse, en saluant en accompagnant justement les grands frères et les grandes sœurs. Steve, notre invité, parce que là, tu sais, Bertrand, maintenant, tu es un consultant. Tu es un consultant 10 000 codeurs agri. Tu es un homme expérimenté. Donc, on prend 1 heure de ton temps hein, à nous donner des conseils, à nous donner, en fait, ton retour aussi d'expérience. C'est avec là, plaisir. On a un autre jeune, un autre dur. Hein, parce que toi, tu es entrepreneur, Bertrand, mais là, on a aussi un entrepreneur féroce pour la personne de Steve. Steve, bonsoir. Bonsoir Douglas, comment allez-vous? Super Steve, je suis très content Steve de t'avoir avec nous pour plusieurs raisons. Steve, nous nous connaissons, nous nous sommes rencontrés physiquement à Brazzaville. Tout à l'heure, je citais Brazzaville comme faisant partie des villes dans lesquelles certains jeunes nous avons accompagnés. Eh bien, il se trouve qu'à Brazzaville, il y a un jeune qui a marqué en fait l'histoire de 10 000 codeurs puisque c'est l'inséré 00001 sur les 10 000. Il s'agit donc de Yann Banvi. Yann Banvi que tu connais bien puisque tu étais avec lui dans la même salle lorsque j'avais donné cette semaine de partage à la jeunesse congolaise à travers J-Certif. Et tu étais dans la même salle que lui pour découvrir la programmation Java. Et je suis très content de savoir que, effectivement, 7 ans plus tard, 7-8 ans plus tard, eh ben, tu as percé, tu es devenu quelqu'un. Et c'est une grande fierté pour moi de pouvoir te donner la parole aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans le secteur agricole, en pleine campagne pour 10 000 codeurs, d'accompagner les jeunes vers ce secteur-là. Bonsoir à toi, Steve. Bonsoir encore, Douglas. Alors, on va commencer par la grande sœur Charlotte. Charlotte, tu es la référente agriculture 10 000 codeurs. Est-ce que tu peux, par rapport à cette thématique, hein, aujourd'hui je rappelle la thématique, c'est agriculture, vendre nos produits en ligne. E-commerce, agriculture, Afrique, numérique, on est en plein Covid. Est-ce que Charlotte, tu peux nous donner un cadre, d'accord, sur cette problématique, l'agriculture, le e-commerce? Merci encore une fois, Douglas, pour cette excellente opportunité donc, de promotion de ce secteur ô combien capital pour l'émergence de notre Afrique. J'espère que le flux sera assez régulier parce que moi, j'ai du mal, en fait, à vous recevoir, du moins, à vous entendre, à vous suivre. Alors, je vais très rapidement, en quelques mots, rappeler le contexte d'urgence dans lequel nous sommes actuellement au niveau de l'Afrique en ce qui concerne cette problématique de l'agriculture qui est, rappelons-le, un secteur ou sinon le secteur clé en termes de croissance économique et également en termes de résolution de toutes nos équations du côté de l'Afrique, à savoir la création de richesses. Rappelons qu'encore aujourd'hui, nous avons des États qui ont des balances commerciales déficitaires du fait de l'importation massive de denrées alimentaires. Et cet état de choses structurel ne nous donne pas d'opportunité en termes de création de richesses. Ça, il faut le savoir. Autre chose de très important à rappeler, nous avons chaque année de nombreux jeunes, des millions de jeunes qui sortent des écoles pour le marché du travail. Et malheureusement, malgré tous nos efforts, donc État et secteur privé compris, nous n'arriverons pas à offrir de l'emploi à ces jeunes-là. Or, l'agriculture aujourd'hui est véritablement un secteur clé en termes d'entrepreneuriat et constitue réellement une réponse pour le problème de l'emploi des jeunes en Afrique. Je pourrais également, pour être assez
complète, on va dire, citer, rappeler l'urgence même de la sécurité alimentaire de nos États. Nous continuons à être le seul continent qui importe ce que nous consommons, alors que nous avons une Afrique qui est le continent agricole par excellence, avec plus de 70% de personnes vivant en zone rurale. Voilà, donc d'où l'équation qui est la nôtre ce soir, comment intéresser nos jeunes de manière générale à participer au challenge d'une véritable révolution agricole en Afrique subsaharienne via le numérique. Et merci Douglas et la plateforme 10 000 codeurs pour cette excellente initiative du deuxième mardi du mois dédié à l'agriculture. Franchement, bravo. Voilà, comment intéresser les jeunes à participer à ce challenge. Nous avons avec nous effectivement donc Bertrand, qui est le grand frère, et Serge, qui représente donc une partie de ces acteurs qui œuvrent au quotidien. Donc, pour pouvoir permettre d'aller vers une véritable émergence du secteur pour pouvoir résoudre nos problèmes. Mais il est très, très, très important de rappeler, quelqu'un vient de le faire d'ailleurs, Monsieur Papy, qui nous rappelle que nous n'avons pas de politique agricole adaptée. Et ça, au risque de déplaire à nos dirigeants, ils connaissent la donne, il faut le rappeler. C'est vrai que tout est à construire. Et encore aujourd'hui, l'urgence est réelle. Nous sommes vraiment, tout le monde le sait, en période de crise sanitaire, celle d'une véritable crise alimentaire qui est présente aujourd'hui en sourdine en Afrique. Comment on fait pour permettre à nos jeunes de participer au challenge grâce au numérique? Eh bien oui, le e-commerce est une réalité aujourd'hui. Serge et Bertrand nous le rappelleront, mais il faudrait quand même souligner que tous les acteurs, que tous les efforts de nos jeunes aujourd'hui en Afrique resteront vains si nous ne mettons pas en place de véritables politiques agricoles, notamment au niveau de l'agro-digital. Il est urgent, il est important de structurer, notamment zone par zone. Aujourd'hui, on parle effectivement de la zone de libre-échange qui a pris effet depuis le 1er janvier 2021, mais nous ne sommes toujours pas prêts. Voilà, il faut amener justement les uns et les autres à prendre conscience non seulement de l'opportunité que cela représente pour tous, mais amener également nos jeunes à savoir où aller, vers quel secteur, pour quelles opportunités et avec quels acteurs travailler pour être efficace. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, effectivement, nous avons de nombreux jeunes qui s'orientent vers l'agro-digital, à savoir donc le numérique appliqué à l'agriculture, qui le font avec de très belles applications, aussi bien pour améliorer la production de nos diverses exploitations que pour œuvrer donc à la collecte de la data. C'est très bien, mais ça ne pourra marcher que si nous avons une synergie collaborative entre les divers acteurs. Ça ne pourra marcher également que si nous avons de véritables acteurs qui financent ce mouvement-là. Parce qu'aujourd'hui, jusque-là, qu'est-ce qu'on a pu observer? De nombreux hackathons, de pays en pays, de nombreux forums donc dédiés à cette problématique de l'entrepreneuriat des jeunes, donc de l'agro-digital aussi, disons-le. Mais au final, nous avons des jeunes très créatifs, des génies qui mettent en place des applications, mais ô combien importantes pour nous permettre de résoudre un certain nombre de questions, mais qui ne sont pas financées. Pourquoi? Parce que voilà, nos États et même le secteur privé tardent justement à prendre le train en marche. Voilà, donc il faut résoudre cette équation, il faut amener les uns et les autres, il faut amener chacun en fait à trouver son intérêt. Il faudrait que les agro-industriels, que les divers autres acteurs des diverses chaînes de valeur comme la finance, les assurances et autres puissent véritablement identifier auprès de la paysannerie qui reste vraiment les acteurs au cœur du challenge, qu'ils puissent trouver un intérêt à travailler avec cette cible-là. Et les jeunes peuvent jouer un rôle capital, un rôle d'intermédiation entre justement ces prestataires de services et la paysannerie à travers des applications, notamment dans le e-commerce. Et c'est ce que nous allons aborder ce soir. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, cher Douglas, en espérant vous avoir éclairé
Et bien entendu, je reste à votre disposition pour vos questions. À vous. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton punch, pour ton dynamisme à toute épreuve. Tu as dit des choses très importantes. Tu as rappelé la problématique de l'importation massive. Quel drame! Quel drame! L'importation massive de denrées alimentaires, alors qu'on a 60 à 70% des terres arables donc, qui ne sont pas correctement exploitées. Tu as rappelé la problématique politique, d'accord, d'une stratégie. Quelles sont les stratégies de politique agricole au niveau de nos États? Voilà, et il faut une stratégie, j'ai noté ce que tu as dit, une stratégie en termes de politique d'agritech, d'accord, agriculture et numérique. Il faut une stratégie globale qui soit claire, qui soit lisible. Et j'ai aussi noté le rôle que tu proposes au niveau des jeunes. Tu veux mettre les jeunes finalement entre toute la paysannerie, d'accord, Oui. et puis les prestataires. Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai du mal à te saisir, hein, Douglas, mais effectivement, il est capital de rappeler que le mouvement auquel nous assistons aujourd'hui, à savoir un réel intérêt de nos jeunes pour justement le secteur agricole et agroalimentaire, Oui. ne pourrait être efficace que si les autres acteurs s'impliquent. Il faudrait que le secteur privé puisse s'impliquer. Il faudrait que nos États puissent s'impliquer davantage. Il faudrait que les institutions internationales puissent également s'impliquer encore plus. Et pour pouvoir justement résoudre cette équation, il faudrait que chacun puisse trouver son intérêt en la matière. Et oui, c'est toute l'équation en fait que nous avons à régler. Comment arriver à mettre en synergie le génie de nos jeunes avec les besoins de nos des divers prestataires, des grandes structures que nous avons donc un peu partout en Afrique, qui, elles, peuvent financer ce mouvement-là. Parce que nous avons de la matière. Nos jeunes sont hyper intelligents. Nos jeunes sont mais créatifs. Je pense que Serge nous en parlera, Bertrand aussi. Mais moi, ma crainte aujourd'hui, mon combat, vraiment au quotidien, c'est de m'assurer que tous ensemble, nous mettons en place les mesures structurelles pouvant nous permettre de véritablement réussir ce mouvement-là. Le jeune qui va, par exemple, en zone rurale, qui s'engage dans le e-commerce, je vais prendre un exemple lambda. Voilà, je suis un jeune en Afrique, je voudrais me lancer dans le e-commerce, je pense à la mise en place. Je vais pouvoir contribuer à la résolution d'un certain nombre de problématiques. Nous avons 40 à 60% de pertes. Pourquoi? Parce que on a un souci en termes d'infrastructure, c'est vrai, mais également en termes d'information. Et nos jeunes, avec leurs applications, arrivent à résoudre le deuxième problème. Mais comme il n'y a pas de financement, eh ben, on tarde à décoller. Alors, si on trouve, par exemple, des structures spécialisées dans la collecte de data, qui puissent arriver justement à tisser des partenariats avec ces jeunes-là pour la collecte d'informations sur le terrain, pouvant leur permettre, eux, d'offrir des services véritablement adaptés à cette cible-là, du moins à nos petits producteurs. Rappelons-le, plus de 70% de la population africaine est rurale. Et ils ont besoin d'avoir eux aussi des infrastructures, comme par exemple les télécoms. Voilà, donc on a toujours cette fracture numérique. Mais on peut mettre nos jeunes justement à profit pour collecter ces datas et en même temps, étant donné que les opérateurs téléphoniques trouveront là un moyen, du moins, des solutions à leur business, ils peuvent financer. Ils peuvent financer ce mouvement-là. Et pareil pour les banquiers, par exemple, qui ont du mal à entrevoir les besoins aujourd'hui de nos petits producteurs. Donc, voilà les synergies qui peuvent nous permettre de réussir ce challenge que nous avons et qui, ma foi, avec un peu de volonté, peut être mené avec énormément de succès. D'accord. Merci en tout cas pour cette introduction, ce cadrage, Charlotte. Donc, j'ai noté cette volonté de synergie collaborative. Donc, ce que tu dis, effectivement, c'est qu'il faut des privés, telco, finance. Il faut du public, avec l'État régalien qui donne une stratégie, une politique
clair, lisible. Et puis au milieu, il faut des jeunes qui sont écoutés et qui soient accompagnés et qu'on mette à leur disposition éventuellement un accompagnement. Alors, on a deux acteurs ici qui pourront aussi, je voudrais faire un petit tour de table pour avoir votre avis sur l'analyse de Charlotte. Et surtout, vous êtes des acteurs effectivement opérationnels, entrepreneurs. Je passe la parole au grand frère Bertrand. Attention, le micro. Voilà. C'est bon là? Ok. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je pense que en plus, je partage déjà définitivement l'avis de Charlotte sur ces questions un peu d'infrastructure et aussi de contexte en fait, quoi. C'est-à-dire que l'accompagnement des différents gouvernements et tout. Et en plus de ça, il y a un peu plus sur le côté technique et un peu sur le côté opérationnel de la chose. Oui. Je pense que j'ai 4 points qui, à mon sens, sont essentiels pour pouvoir garantir ou plutôt faciliter en fait l'éclosion en fait des entreprises qui sont dans le secteur de e-commerce, je veux dire, adapté en fait à l'agribusiness. Oui. Le premier point en fait, c'est que je pense qu'il faut repenser notre chaîne de valeur, c'est-à-dire que on est aujourd'hui dans un contexte où on est en train d'avoir une transition dans l'esprit des jeunes qui passent de l'agriculture comme ce truc qui est fait pour les vieux et qui ne donne pas d'argent à ce truc qui devient en fait un business et qui peut être mieux qu'un emploi de fonctionnaire, si on peut dire comme ça. Oui. Donc, ça fait qu'on est en train de vraiment créer quelque chose qui n'est pas nécessairement en relation avec, je veux dire, qui risque d'être complètement différent de ce qu'on a maintenant. Donc, je pense que cette nouvelle génération, on doit vraiment prendre le temps de repenser notre chaîne de valeur. Bien entendu, il faut pouvoir comprendre, je veux dire, de penser nos chaînes de valeur. Parce que pour chacun de nos produits, en fait, effectivement, il y a une chaîne de valeur différente. Donc, si on parle de café, de cacao, de manioc, tomates, ainsi de suite, il faut pouvoir repenser notre chaîne de valeur. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième point, c'est que, et ça c'est aussi un peu la leçon que je tire de mon dernier voyage au Cameroun, c'est que il nous faut vraiment prendre le temps de structurer notre circuit de distribution. Parce que quand on le regarde un peu de près, on a l'impression que notre circuit de distribution est un peu celui qu'on a hérité de la colonisation, ou bien, je sais pas, je veux dire, les gens sont restés dans les esprits avec une satisfaction quand on atteint un certain niveau. C'est-à-dire qu'on a pensé les business de façon à atteindre maximum 1000 clients, quoi. Je veux dire. D'accord. On n'a pas les business, la majorité des business qu'il y a dans notre écosystème, c'est des business qui ont été pensés de façon à se satisfaire de faire un chiffre d'affaires de 100 millions, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé mondial, on n'a pas pensé scalable. Donc, je pense que c'est une grosse opportunité. C'est-à-dire que les chiffres aujourd'hui nous disent qu'en 2050, l'Afrique aura doublé de population. Donc, ça veut dire qu'on va aller de plus en plus vers des quantités beaucoup plus grandes. Donc, et on a vraiment besoin de vraiment analyser notre circuit actuel de distribution. C'est-à-dire que quand le producteur, en fait, il produit, on ne va pas tous aller au marché, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. C'est pas 80% des produits qui sont produits dans des fermes aux États-Unis qui se retrouvent sur la place du marché, sur le marché du dimanche. Oui. Donc, il faut penser ça. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que je pense qu'il y a une grosse manne dans le secteur informel. Je ne sais pas encore c'est quoi la bonne approche ou bien ce qu'il y a à faire, mais parce que nous, au niveau de Djangolo, on réfléchit justement à trouver ça. Mais je pense qu'au niveau de toute l'Afrique, en fait, il y a une grosse manne à saisir, en fait, dans le secteur informel. Parce que tous les spécialistes disent qu'il y a environ 70% de l'économie dans nos différents pays qui est, en fait, dans le secteur informel. Maintenant, la tendance habituelle a toujours été d'essayer de faire que toutes ces personnes dans le secteur informel, qu'on les transfère d'une façon ou d'une autre dans le secteur formel. Mais peut-être c'est pas la chose à faire. Peut-être il faut réinventer notre façon. Peut-être il faut adapter notre économie en fait à nos. Je veux dire, je parle bien avec des entre guillemets parce que je suis de la chose. Mais je sens que
il y a quelque chose à comprendre dans notre secteur informel afin de pouvoir rendre les activités de notre secteur informel scalable, en fait. D'accord. Si je prends l'exemple de l'investissement, par exemple, on a, dans notre base de données, je crois qu'on a pour 70% des personnes qui sont dans le secteur informel, des agriculteurs. Et c'est la réalité, en fait, du terrain. Sinon, il y en a plus que ça. Alors, est-ce que ces personnes doivent se sentir en marge de l'activité, de l'action qu'on est en train de mener, tout simplement parce qu'elles ne sont pas reconnues officiellement? Mais la réalité, c'est qu'il y a la grande partie du cash qui circule dans le pays vient de là. Et ces personnes ont besoin d'investissement, ces personnes ont besoin de tellement d'autres choses. Donc, c'est très important pour cette génération de jeunes qui se lancent dans l'agriculture, dans les technologies. Le digital nous offre aussi cette possibilité. Donc, je pense que c'est très intéressant de pouvoir justement aborder les choses, non pas en disant le secteur informel n'est pas important, mais aborder les choses en se disant qu'est-ce qui fait cette particularité chez nous en tant qu'Africains? Qu'est-ce qui fait que la maman qui a son 2 mètres carrés au sol et qui met ses tomates à même le sol dans nos marchés, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à vendre? Pourquoi est-ce que les gens viennent la rencontrer pour vendre? Ouais. Est-ce qu'il nous faut développer des plateformes pour amener tout le monde sur le net ou il faut utiliser le net pour pouvoir faire que cette femme puisse vendre mieux, par exemple? Okay. Le quatrième point que je pense qui est justement important, et ça va dans le sens de ce que Charlotte disait tout à l'heure, c'est effectivement l'intégration et la synergie. C'est-à-dire que là, et dans ce sens-là, quand je parle d'intégration, je parle de l'interconnexion des solutions existantes. C'est-à-dire que, par exemple, avec Djangolo, au départ, on a créé, aujourd'hui, plusieurs personnes nous taguent comme un site de e-commerce, mais en fait, c'était une partie, c'était un peu une étape de notre évolution parce que Djangolo, en fait, c'est la plateforme pour l'information sur toute la chaîne de valeur agribusiness. Parce que pour nous, en fait, il était question de se dire, mais en fait, au départ, on a essayé de se dire qu'on va peut-être se mettre dans le domaine de la commercialisation ou de la production quand on a démarré et tout. Mais la réalité, en fait, c'est que les maillons de la chaîne sont là. C'est-à-dire que les gens achètent les produits agricoles. Il faut le dire. C'est-à-dire que c'est pas le net qui fait que les gens commencent à acheter. Justement, c'est Djangolo.cm. Ah oui, pardon, .cm, oui, c'est vrai. Oui, donc, les gens achètent. Je veux dire que depuis la nuit des temps, les gens achètent. Maintenant, aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire, par exemple, du copier-coller et dire que le e-commerce tel qu'on le fait en Europe, on va le copier, on va le coller ici. Mais peut-être c'est différent parce que historiquement, c'est parce que les gens n'ont pas de temps en Europe aussi. Voilà, par défaut, rapidement, on veut acheter ça. Les choses vont vite. Tout à fait. Quand je prends l'exemple, quand je suis au pays en général, les gens trouvent que je marche vite. Par exemple. C'est ce qu'on me dit régulièrement. Pourquoi tu marches toujours très vite? Même quand tu es dans le bureau, tu te déplaces vite. C'est parce que justement, culturellement, il n'y a pas de temps ici. Et ici, on ne peut pas être en retard, on ne peut pas avoir ceci. Bref, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on n'a pas de temps. Ça veut dire que même si le e-commerce est pertinent pour l'Afrique, il faut comprendre les raisons pour lesquelles ça peut être pertinent. Parce que si c'est le facteur temps, on risque de ne pas avoir le truc parce que en fait, il y a des familles qui ont quelqu'un pour aller au marché. Oui, on n'a pas ici, on paye une nounou à 2000 € ou je ne sais pas trop quoi, mais au Cameroun, on a toujours un petit frère, une cousine et tout qui est là. Donc, je pense qu'il faut, pour nous, en fait, actuellement, le plus important, c'est vraiment d'intégrer. Je pense que ce quatrième point-là, c'est vraiment d'intégrer les choses. Et le volet synergie, justement, dont parlait Charlotte tout à l'heure, c'est que j'ai discuté avec des gens aussi dans les gouvernements de plusieurs pays. Et l'un des problèmes, c'est l'information. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que nos gouvernants, des fois, ils veulent avoir des infos qui n'ont tout simplement pas. Tout simplement parce que la machine est juste très compliquée. Donc aujourd'hui, sur Djangolo, on a pratiquement pour 40, je crois qu'on a passé 40 000 utilisateurs il y a 2 mois ou 3 mois par là. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec la data qu'on a, on peut vous dire combien de personnes à Douala ou dans un quartier de Douala vont préparer d'une dollar cette semaine. Donc, ça, c'est une information de précision. Donc, je pense, par exemple, mais en agriculture, je peux vous dire dans chaque région, en fait, du pays, combien de personnes sont en train de cultiver du manioc, par exemple. Donc, et ça, c'est une info que Djangolo, parce qu'on se spécialise là-dessus et parce qu'on s'appuie au maximum sur les technologies de l'information, on a la capacité d'avoir ces informations en moins de 6 mois. Par contre,
Si le gouvernement veut faire la même chose, en général, ça peut être hyper compliqué, en fait. D'accord. Donc, quand je parle donc d'intégration et de synergie, c'est qu'avec les données que nous, on a collectées, on peut justement permettre aux personnes qui font le travail que Charlotte fait, de pouvoir dire au gouvernement, actuellement, voici ce qu'on a. Au niveau, par exemple, du Cameroun, je veux dire. Et puis, sur cette base-là, peut-être qu'on peut optimiser. Peut-être qu'on peut faire que les producteurs aient plus facilement accès à une certaine information. Peut-être qu'on peut rapprocher, permettre aux producteurs qui en 2 ou 3 minutes, peut retrouver le bon acheteur. Peut-être qu'on a un certain nombre de producteurs, en fait, qui ont besoin de financement et par la plateforme, en fait, on les a en 1 minute, quoi. Pendant ce temps, autrement, on aurait pris 3 semaines ou ce genre de choses. Donc, je pense que c'est les 4 leviers sur lesquels je pense qu'il faudrait que nous, en tant que jeunes générations, qu'on puisse vraiment mettre notre énergie, notre savoir-faire. Et il y a tellement, mais tellement de choses à faire là-dessus, surtout parce que on parle de collection de la data, de collecte de la data, je veux dire. On parle de commercialiser en utilisant le digital, sachant que plus de 60% des personnes qui produisent n'ont pas accès au digital. Ça veut dire qu'il faut faire des ponts, par exemple. Il faut pouvoir avoir des personnes, comme je disais la dernière fois. On a par exemple ce programme qui permet de faire qu'on a des ambassadeurs qui peuvent aller dans des zones rurales où il n'y a pas de possibilité justement d'accéder à Internet. Mais ces personnes ayant le smartphone, étant peut-être la seule personne dans un village à avoir un smartphone, cette personne peut collecter la donnée et aller la rendre disponible dans les zones où il y a, voilà. Et ça permet donc à toutes ces personnes de pouvoir échanger. Donc, c'est un peu les 4 points que je pense qui devraient être un peu le cœur. S'il y a des jeunes, justement, qui nous écoutent et qui sont encore en train de cogiter sur l'approche, justement, de contribuer en restant dans le digital et contribuer dans le secteur de la vie business de façon générale, voilà un peu mes 4 points. Waouh! Non, consultant, non, on te garde, consultant. Non, écoute, c'est super intéressant. Donc là, tu donnes une forme de recette, hein. C'est vraiment des pistes qui peuvent intéresser même nos gouvernants. Donc, je sais que il y a des gouvernants qui vont nous écouter ou qui nous écoutent par l'entremise de nos spectateurs qui vont nous écouter. Et je pense que là, tu viens d'évoquer des pistes. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait ton idée donc je récapitule, hein. Donc il y a repenser en fait la chaîne de valeur, revoir le cercle de distribution parce que la population va doubler, donc il faut des canaux de distribution qui soient adaptés en fait à la population qui se développe à pas de géant. J'ai beaucoup aimé ta réflexion sur le secteur informel. Peut-être effectivement c'est une spécificité du continent il faut s'approprier, pas seulement dire que les gens sont dans l'informel, il faut les mettre dans le formel, il faut utiliser les comptes bancaires. C'est pas nécessairement ça. On a sauté les comptes bancaires pour se retrouver au mobile money. Donc, on peut sauter aussi beaucoup d'autres choses. Donc, il faut repenser ça. Il faut qu'on ose faire autrement. Ouais. Et là aussi, tu as alimenté avec des données le côté synergie entre acteurs. La synergie collaborative, hein, si me permet Charlotte, parce que c'est pas copyrighté. La synergie collaborative. Donc là, ce que tu dis, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a le secteur public et le secteur privé, des acteurs comme Djangolo et d'ailleurs comme AgriZoom, qui sont au contact et qui sont capables de récupérer de la data dont parlait tout à l'heure Charlotte. Et donc, ce que tu dis, c'est que cette data-là peut être utile, cette data en fait produite par le secteur privé, entre guillemets, beaucoup plus rapidement par le secteur public, peut être utile au secteur public. Et donc, si on se met autour de la table, on va pouvoir, en bonne intelligence, mettre en place des plans d'action communs, secteur privé, secteur public, éventuellement. Et même entre privés, je prends l'exemple. Regardez justement AgriZoom, et puis il y a 2 ou 3 autres solutions comme ça en fait au Cameroun. Et ce qu'on fait par exemple, c'est quoi? Si on a une base de données de 40 000 producteurs et on a pratiquement pour 10% qui recherchent du financement, une plateforme qui offre du financement, en fait, qui est spécialisée dans la levée de fonds, dans le financement de projets agricoles, en fait, peut juste venir se greffer à Djangolo et puis bénéficier du truc. Donc, c'est véritablement de ça qu'il est question. Et il faut qu'on puisse aussi, il y a plusieurs aspects de open data, il y a plusieurs concepts qui peuvent définitivement être super intéressants pour nous
pour permettre de faire le saut qu'il nous faut faire pour être à jour en 2050. Non, super, vraiment, merci. Il y a des commentaires. Hein. Il y a Idrissa qui nous dit que la data doit être au cœur de nos stratégies. Tout à fait. Donc, il faut être informé. Merci Idrissa. Il faut être informé. Il faut avoir la bonne data sur les producteurs. Il faut avoir la bonne data sur les produits, sur les terrains, sur la couverture géographique et sur les terres arables. Faire le matching avec les investisseurs, c'est bien ça. Hein. Donc, fournir cette data à l'extérieur du pays pour que justement les terres arables puissent être utilisées. Et derrière, on met les jeunes à contribution pour faire le job. Alors, merci en tout cas pour cette analyse. Je voudrais passer la main à Steve. Voilà, Steve qui est un acteur au Congo, un jeune talent du Congo, quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Steve, je voudrais que dans un premier temps, tu te présentes et tu présentes ton parcours. Parce que les jeunes qui nous écoutent, peut-être qu'ils ont envie de se mettre à l'agriculture. Peut-être qu'ils aiment bien le numérique, ils sont consommateurs. Peut-être qu'ils sont en région, ils sont dans les zones rurales, ils sont peut-être pas entrepreneurs. Toi, tu as un pied dans la tech, puisque tu es développeur. Tu as un pied dans l'agriculture, puisque tu fais du e-commerce avec l'agriculture, avec des produits agricoles. Et puis, tu as un pied dans le business. Donc ça, ces 3 caractéristiques-là, en fait, m'intéressent beaucoup. Et je voudrais que tu puisses, 1, nous présenter ton parcours, et 2, nous dire comment est arrivée l'aventure AgriZoom, et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour votre temps. Merci Douglas pour l'activité et Charlotte et Bertrand pour votre présence. C'est un plaisir pour moi vraiment d'être parmi vous, d'échanger avec la jeunesse africaine. Pour commencer, je suis Steve Ndende du Congo-Brazzaville. J'ai 26 ans aujourd'hui. Je pense que s'il faut parler de comment tout a commencé, moi je suis né au village, presque grandi au village, je suis arrivé en ville. Vous savez, je pense que j'ai grandi dans l'esprit d'être quelqu'un qui résout des problèmes. C'est-à-dire, moi, c'est résoudre les problèmes. Quand j'ai réparé mon premier téléphone au village, au fait, je savais même pas réellement ce que je faisais, mais ça marchait. Et donc, j'aime bien attaquer les problèmes et apporter des solutions. Pour commencer, quand je suis arrivé en ville, j'ai vraiment pas connu vraiment la technologie comme les autres pouvaient voir au niveau de la télé et autres. Mais juste avec le téléphone, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait un mystère derrière qui m'attendait devant. Mais vous savez, comme tout élève, parfois on rêve d'être médecin. Moi, je rêvais d'être banquier parce que j'étais souvent derrière le comptoir. Hein. Je gérais un peu les petites affaires de mon père au village et tout. Et donc, voilà, j'ai fait aussi, comme j'aime dire, j'ai fait la pêche, hein, tout jeune, au fait. Même au village, à 8 ans, on peut amener du poisson à la maison pour que tout le monde mange. Mais bon, c'était pour moi, pêcher, c'était quelque chose que j'aimais, vu que je n'y étais pas obligé. Et j'aimais bien. J'étais pas toujours meilleur à l'école parce que je sais que je trichais beaucoup quand j'étais au collège. C'était pas le top, hein, j'étais vraiment milieu. Hein, donc, je passais avec les 9 de moyenne sur 20. Donc, je pense que je ne développais pas, je n'exploitais pas assez de mon potentiel à l'époque. Et donc, quand je suis arrivé à Brazzaville, sur mon oncle Justin Famarankou, je le remercie beaucoup. Quand j'ai pu venir à Brazzaville, j'ai vu l'immensité déjà de l'automatisme, vous voyez, les voitures et tout, l'automatisme qui existait dans la ville. Pour moi, c'était vraiment épatant. C'était épatant. Et puis, très rapidement, j'ai mis ma main sur la technologie grâce aux conférences, principalement G-Certif, où Douglas était venu avec sa team former les jeunes sur le numérique. Mais là, c'est en 2014. Attends, à quel âge tu as quitté le village? Déjà, c'est quoi ton village, petit 1? Mon village s'appelle Lukolela. Lukolela. C'est ça qu'il faut nous dire. Voilà, donc toi, tu as vécu à Lukolela. Lukolela, sur le fleuve. D'accord. Est-ce que tu as quitté à quel âge pour arriver à Brazzaville? Je pense que je devais avoir 11-12 ans. Ok, ça marche. Je te laisse continuer. Ok, donc quand j'arrive à Brazza et puis... non, en fait, j'ai fait des va-et-vient. Je suis arrivé à Brazza, j'ai fait une année. Ouais.
Puis je suis retourné au village. D'accord. Après, je suis encore revenu à Brazzaville. Ok. Brazzaville, donc, ouais. Donc, quand je suis revenu pour la dernière fois, disons que quand j'étais pour rentrer au lycée, j'ai fait le BPC, puis je suis rentré au lycée. C'est là vraiment que je découvre la technologie avec la conférence. Parce que c'est mon père, depuis le village, qui avait vu l'annonce à Télé Congo et m'a dit, mais il y a des choses que tu aimes, type la conférence JCRT, une conférence sur la technologie. Et c'est comme ça que je suis arrivé à JCRT. Et donc, pendant que je vais parler de mon parcours, j'aimerais au même moment aussi parler à la jeunesse. Et donc, ne minimisons pas ces rencontres-là, ces conférences. Toute ma vie a été bâtie autour de ces conférences. Ok, donc voilà déjà. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a pas mal d'échos en Afrique centrale, qu'on parle trop, il y a trop de conférences, mais je pense que c'est pas là le problème. Les conférences doivent continuer. Et donc, c'est comme ça. Et puis, quand je suis en ville, j'ai fait la série scientifique. J'étais pas trop fort. Disons que je m'appliquais peut-être pas trop puisque j'avais une main sur mon cahier et l'autre main sur mon ordinateur. D'accord. Donc, j'avais l'autre main sur mon ordinateur. J'apprenais du hacking sur plusieurs sites. Je perdais beaucoup de temps. Au finish, j'apprenais la programmation web. J'ai perdu vraiment beaucoup de temps à faire des cracking, pas mal de choses de l'encryptage. Vraiment, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais je m'en sortais pas mal. Je suis pas bon non plus sur ça. Mais donc voilà, j'ai passé mon temps à apprendre cela, à aller à l'école. Mais au finish, quand j'ai manqué le bac, le bac c'était, disons, médecine. Hein, ça m'emmenait vers la médecine. Quand je l'ai manqué, j'ai déjà mon frère qui avait manqué 5 fois. Je me suis dit non, je quitte la série générale. Je vais faire la série technique. Pourquoi la série technique? Parce que je me suis dit, si là-bas, en fait, j'avais 2 options. Avec ou sans bac, je partais à l'université. Parce qu'il y avait un examen de l'école qui s'appelle le brevet des techniciens. Et donc, moi, je m'étais inscrit dans la série informatique. Ça s'appelle la série H, mais il n'y a pas de bac pour cette série. Et donc, avec ce brevet, je pouvais partir à l'institut au niveau universitaire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, j'ai donc fait un bac de l'économie comme dans les centres. Oui. Parce que, disons, c'est toujours les mathématiques. Donc, je m'en suis bien sorti. Et l'économie, j'ai facilement appris au niveau du centre. D'accord. Et j'ai appris aussi bien l'anglais. Et donc, c'est comme ça, j'ai eu en même temps mon bac en économie du coup. Et également, j'ai eu le brevet de technicien également du coup. Et donc, c'est comme ça que je suis allé. Donc, j'ai passé 12 mois, en fait, à apprendre l'informatique au lycée, en terminale, sans avoir fait seconde, première. Et ça m'a donné beaucoup de bases, comme Yann Bon vient me le dire, beaucoup de bases architecturales, l'algorithmique, l'analyse des données avec Meris. J'ai appris vraiment VB6, Turbo Pascal. J'ai appris ces techniques-là au niveau du lycée. Et quand j'arrive à l'université, j'ai fait 4 mois et je quitte l'université. Donc, j'ai fait que 4 mois en première année jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis 2014 que j'ai laissé l'université pour me consacrer à l'entrepreneuriat numérique et à l'apprentissage, à la recherche. J'aime dire à la recherche. Parce que j'ai beaucoup de recherches, bien qu'en Afrique, disons qu'il n'y a pas, on n'est pas bien structuré pour pouvoir dire que tu publies une recherche sur telle technologie que tu as travaillé et tout. Mais quoi qu'il en soit, en 2014, quand j'ai quitté, d'ailleurs, ce qui m'a poussé à quitter l'université, c'était ma présence au niveau des conférences, principalement JCRT ou Object, c'était là. Et donc, quand j'ai vu le rêve de devenir un développeur mobile, et j'ai vu ce qui pouvait être accompli et tout, et quand j'ai vu ce qu'on me formait, ce qu'on me donnait comme formation à l'université, où il y avait le droit, l'économie, le français, beaucoup de choses pour quelqu'un qui fait l'informatique, je me suis dit non, là, les heures de code, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille dans un centre. Il y avait un centre qui était né de la conférence législative qui s'appelle le Ecolab par Max Bomben. Et donc, je suis allé dans ce centre-là qui demandait d'être là à plein temps pendant 6 mois et au final, c'était 11 mois. Et je suis resté pour me former en création d'applications mobiles. Et c'est comme ça que je n'ai plus envie à l'université, disons, pour poursuivre mon parcours académique. Et donc là-bas, de 2014 à 2016, je me suis concentré beaucoup à l'apprentissage de la création d'applications mobiles. Mais bien avant que je quitte l'université, dans l'intervalle de 2013 à 2014, quand j'étais au lycée,
j'ai Oui. beaucoup fréquenté un espace qu'avait créé Monsieur Véron Monkou qui s'appelait le Bantu Hub. Là-bas Oui. également, on avait eu accès à une compétition sur le développement des applications web. J'étais nul, mais j'étais pas trop fort. Je trouve que j'étais pas trop fort parce que Oui. j'avais pas, je vis dans une banlieue de Brazza jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Oui. Et j'ai pas un environnement des gens qui sont dans l'informatique. Et donc, grâce à cette compétition-là qui a duré 2 mois, que j'ai d'ailleurs remportée, c'était la première compétition Oui, de la je me création rappelle. d'applications web au Congo. Et Oui. donc, je l'ai remporté en binôme avec un ami. Oui. Et donc, c'était vraiment pour moi qui était chargé du côté code, du côté PHP. Donc, Oui. c'était énorme. Et ça m'a vraiment propulsé depuis lors à continuer ma quête en termes de programmation. Et donc, D'accord. c'est depuis 2013 que j'ai vraiment la main dans la programmation. D'accord. Et donc, c'est ça. J'ai fait par la suite, en 2016, j'ai commencé une certification Google qui s'appelle Android Nano Degré. Et ça a D'accord. fini en 2017. J'ai été certifié. Je pense que jusqu'à présent, ça reste l'un des plus hautes certifications en création d'applications Android par l'université en ligne Udacity. Hein, on peut juste appeler ça Udacity. Tout à Ça fait. m'a coûté près de $2000. Ça a été financé grâce à mon réseau. Voilà pourquoi c'est important le réseau. Parce que le réseau, comme vous êtes là, vous êtes le réseau, je peux avoir un souci. Douglas, Charlotte, regardez. Et donc, nous devons beaucoup travailler sur les réseaux. Aller à des conférences, ça nous permet vraiment de créer ces réseaux-là. Je rappelle encore aux jeunes, parce que j'ai beaucoup de conférences cette année. Il faut venir. Et donc, voilà. Je ne peux pas dire que c'est complètement autodidacte, mais disons que je me suis formé principalement sur Internet. Je me suis formé principalement sur Internet avec le site du zéro. J'ai fait PHP, JavaScript, HTML avec le site du zéro. Ensuite, Java déjà avec Objects, mais on a toujours ajouté les MOOCs. Sinon, c'est ça. Parce que Objects donne aux jeunes le T7 de départ. C'est vraiment ça qui est fort. Mais il y a des jeunes comme Yann Bonvi qui ont continué la formation. Bon. Donc, c'est un peu ça déjà. Et donc, voilà, jusqu'en 2016, j'étais vraiment dans plusieurs formations. Je suis devenu aussi coach. J'ai formé pas mal de jeunes au Ecolab. Et aussi, j'avais lancé mon propre centre de formation. Je considère ça plutôt comme un centre de recherche qui s'appelle Ndendelab. Jusqu'à aujourd'hui, ce centre accompagne les jeunes, accompagne les entreprises aussi dans les problèmes de sécurité informatique et autres. Bon, et parfois aussi dans la conception des solutions informatiques. Et donc, voilà, aujourd'hui, disons que c'est en 2016 également que j'ai commencé officiellement mon parcours, disons, d'entrepreneur. Voilà. Parce que c'est en 2000. J'ai compris qu'il y a cette phase-là où tu t'es cherché un peu, tu t'es un peu cherché, tu fais des conférences, tu apprends, tu t'auto-formes, tu développes. Bon, maintenant, le côté entrepreneur, c'est 2016. Et puis, il faudrait que tu nous dises maintenant, à partir de 2016-2017 et jusqu'à AgriZoom. Maintenant, parle-nous d'AgriZoom. Disons comment c'est arrivé à AgriZoom? C'est arrivé comment? Comment tu trouves les produits? L'application, c'est depuis quand? Et quel business tu fais? Parce que nous, ici, c'est le game. Hein? Faut nous dire la vérité. On a bien dit agri-business. On t'écoute. Ok, donc en 2016, on avait lancé une page Facebook. Aujourd'hui, je pense que c'est le top 10 des pages de vente au Congo qui vendaient du tout. On fait de l'intermédiation de vente avec mon associé Carl Obissi. On était à 3 au départ, mais après on est resté à 2 avec cette page-là. Et ça existe toujours, mais on faisait l'intermédiation de vente de tout à peu près. D'accord. Donc, c'est ça, c'est dès 2015 qu'on avait lancé ça. Maintenant, en 2016, j'ai eu l'avantage d'aller à Yali, au Ghana, parce que là où on était dans le centre de formation, il y a eu la délégation de l'ambassade des États-Unis qui est venue voir les jeunes présenter leur projet. Mais moi, je parlais un peu mieux l'anglais que les autres, donc j'ai mieux vendu mon projet. Et c'est comme ça qu'on nous a, avec mes amis de l'équipe, pour nous envoyer au Ghana pour 3 jours de renforcement des capacités lors d'une conférence. Et je pense que le boom entrepreneurial, c'est-à-dire que la volonté de ne pas rester trop observateur, de ne pas rester trop codeur, de commencer vraiment à plus s'impliquer sous un aspect entrepreneurial est arrivé à ce moment-là précis. Et donc, le temps d'avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire de se positionner, parce que en 2016, je me rends encore compte qu'avoir Internet en permanence, parfois ça pouvait être des complications. En 2015, 2016,
Il y a des fois où je me dis, mais j'ai pas Internet, je suis pas content, en fait. C'était l'un de mes objectifs. C'était l'un de mes objectifs de la vie, c'était vraiment d'avoir Internet en permanence comme aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis jamais en rupture. Hein. Donc, c'est un peu ça. Et donc, de là à Grizoom, je peux dire que j'ai continué les business, j'ai continué les formations. Je suis devenu formateur en Python en 2016, j'ai formé en Python. J'ai travaillé dans les projets de laboratoire. J'ai aussi dirigé un laboratoire en 2016 et 2017. On a travaillé sur pas mal de choses. J'ai suivi beaucoup de cours d'initiation à l'intelligence artificielle par Peter Thiel et Peter Thiel est trop de la tête. Par Steve, hey, what's wrong? Sébastien Thrun et Peter Novick. D'accord. Un MOOC de Stanford. J'ai pas bien compris à l'époque, mais vraiment j'étais passionné. C'était vraiment complexe pour moi, malgré le peu de formation que j'avais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas si complexe que ça, avec toutes les évolutions que j'ai eu à faire. J'ai eu même une bourse Amazon sur le machine learning tout récemment. Et donc, voilà, 2016, c'était vraiment l'année pour moi de formation à fond et de transmission également. Et donc, 2017 arrive, on a continué sur le même rythme. La page avait grandi parce qu'on avait une page, on l'avait lancée, il n'y avait rien. On avait un capital de près de 4 000 $ en 2017. On continue à tourner. Et donc, voilà, c'est là où je donnais beaucoup de mon temps. C'était avec cette page de vente et mes formations à côté, les petits business de développement. Donc, maintenant. Donc, avec Internet, tu te faisais un peu d'argent. Et puis, avec cet argent-là, tu te formais. Tu te continuais à te former. Tu vendais des choses sur Facebook. D'accord. Et ça te faisait rentrer un peu d'argent. Et avec ça, tu te formais. Bon, maintenant, à Grizoom. Oui, disons que ce n'est pas forcément avec cet argent que c'est bientôt arriver à OK. Grizoom. Maintenant, en 2018, on rentre là en 2018. OK. J'avais le projet. J'avais participé à un hackathon de la francophonie sur les médias innovants. Vous voyez? Et donc, pendant ce hackathon, on avait créé un média général. C'était pas trop bon, mais à la présentation finale, nous avons proposé une application qui s'appelait ActuZoom, genre Actualité Zoom. Et cette application se concentrait sur l'agriculture. Et donc, c'était pendant un hackathon de 3 jours, pendant le salon 11e. Et donc, nous avons présenté un média qui devait parler que de l'agriculture et nous avons réfléchi à son modèle économique, comment financer. Nous avons pensé à la publicité, mais on n'avait pas vraiment pensé à l'e-commerce et tout. Et donc, on est sorti 10e de ce hackathon-là, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun prix. Il y avait eu les 3 premiers qui étaient primés. Nous, on est sorti 10e sur 16, je pense. Et donc, là, déjà, on est en avril 2018. Maintenant, juste sous l'intervalle de 3 mois, depuis les hackathons, on a perdu, c'était un échec. Et donc, j'étais le leader de mon équipe. J'avais au moins 2 de mes gars du laboratoire que j'amenais parce qu'il fallait un quota de 3. Et donc, voilà. Et puis, j'étais assis en train de gérer mon business de vente en ligne. Je reçois un texto parce que bien avant que je reçoive le texto, quand je suis allé, pendant les 3 mois-là, j'ai retravaillé le projet. Je l'ai transformé. Ce n'était plus le média. Je me suis dit, le média, ça ne va pas me rapporter de l'argent, mais je garde l'aspect média, mais je dois aussi faire la vente des produits agricoles. Parce qu'on avait passé 3 jours à réfléchir sur ça. Et j'ai présenté ça lors d'une petite conférence dans une petite salle, dans une église, je pense. Et il y avait peut-être 30, 40 personnes qui étaient là. Mais il y a une personne qui avait retenu ce que j'avais présenté. Et maintenant, la personne là a rencontré quelqu'un qui travaille à la FAO. Donc, il lui avait parlé de ça, qu'il y avait des jeunes et tout. Et la FAO, à cette époque, la FAO cherchait un jeune pour lui envoyer au Rwanda un jeune pour être inspiré, en fait, du secteur agricole, parce qu'au pays, au Congo, il n'y avait encore aucun jeune vraiment qui faisait l'agriculture numérique. Et on avait besoin des jeunes dans le numérique. Et donc, voilà. Et puis, la FAO a dit, venez présenter le projet. Donc, j'ai pris le taxi. 5 minutes, je suis arrivé à la direction de la FAO. J'avais déjà le PowerPoint. Donc, voilà, je pense que j'étais vraiment prêt. Parce que grâce à la conférence où j'étais avant, j'avais déjà un PowerPoint. J'arrive à la FAO, je sors mon PowerPoint, je fais une présentation de 5 minutes. Il y avait 2 messieurs. Et le monsieur, au fait, il a dit à l'autre, voilà la raison pour laquelle je suis rentré au pays.
On nous disait qu'au pays, il n'y a rien. C'est pour des jeunes comme ça que je suis rentré au pays. Et ça m'avait motivé. Et ils m'ont retenu pour m'envoyer au Rwanda en 2018. Et c'est comme ça, cette énergie, le fait d'aller représenter le pays au Rwanda, j'avais 3 mois pour aller au Rwanda. Ces 3 mois-là, j'ai participé à beaucoup de conférences. J'ai pris mon temps à développer l'application, mais disons que c'était un prototype. Je suis allé au Rwanda, j'ai rencontré beaucoup de jeunes de la Côte d'Ivoire qui font des drones agricoles et tout. C'était vraiment merveilleux. J'ai acquis beaucoup d'expérience. J'ai vu beaucoup de... Il y a l'ONG Césiane du Cameroun. Charlotte doit connaître Césiane. Césiane, j'ai rencontré leur promoteur. J'ai rencontré beaucoup de gens. Arrive un peu sur AgriZoom, s'il te plaît. Arrive un peu sur AgriZoom. Et donc, voilà. Donc là, j'ai déjà... quand je vais déjà au Rwanda, je suis sur AgriZoom. Le projet Active est devenu AgriZoom. Parce qu'on n'était plus dans l'idée de médias seulement. On est rentré dans l'idée d'un média, mais également qui aurait une partie e-commerce. Et donc, nous avons, de 2018 à 2020, parce que nous avons lancé AgriZoom le 5 janvier 2020. Donc, pendant ces 2 ans-là, nous avons participé à plus de 6 conférences à l'étranger, toujours en travaillant dans le projet. Parce qu'on avait déjà lancé la phase média. Pendant ces 2 ans, nous avons travaillé sur la partie média. Sur YouTube, on a des vidéos. On est allé à l'intérieur des pays. Parce que je m'étais dit au fait qu'on ne peut pas lancer. J'avais eu trop de formations. Dès 2016, en allant au Ghana, par-ci, par-là, au Rwanda, j'ai eu tellement de formations que je ne voulais pas lancer un truc sans voir le côté client. Parce que le business orienté sur le client. Ouais. Donc, en 2019 même, j'ai été lauréat du programme YALI. Je suis allé aux États-Unis. J'ai fait 3 mois de formation à l'université sur l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai aussi bénéficié d'un mois d'accompagnement de l'entreprise Deloitte à Washington sur le projet AgriZoom. Et donc, on a tellement fait évoluer le projet, bien que le marché est petit. Et donc, le 5 janvier, on lance le projet. On lance l'application AgriZoom sur le Play Store. Oui. Il y a eu beaucoup d'installations. Il y a eu aussi beaucoup de commandes le premier jour. Parce qu'avant de lancer, nous avons rencontré des partenaires. Nous avons récupéré des stocks de certains produits. Vous voyez? D'accord. Et donc c'est ça. Nous avons lancé l'application avec le e-commerce et la partie médias agricoles qui relaie nos vidéos sur YouTube. OK. Et 2 mois après, nous avons lancé la partie financement participatif. Voilà. La partie financement participatif. Également, aujourd'hui, nous avons déjà levé l'argent pour 8 agriculteurs. Disons qu'on a levé 9 fois, je pense, mais pour 8 agriculteurs, Super. ils sont pas... Ouais, donc, notre levée de fonds initiale était je pense, de 30 000 francs CFA, 30 ou 60 000 francs CFA. Mais le tout récent qu'on a fait, c'était de $2 000, donc près de 1 100 000. Super. Donc, au fil du temps, nous remettons un peu la barre haute parce qu'on est en train d'acquérir la confiance de pas mal d'investisseurs de la diaspora principalement pour investir dans les projets. Et donc, qu'est-ce que tu attends maintenant? Qu'est-ce qu'on peut t'apporter? Qu'est-ce que tu attends maintenant des gens qui peuvent t'écouter? De quoi tu as besoin aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et avec AgriZoom? Aujourd'hui, avec AgriZoom, nous avons accompli beaucoup. Je peux dire qu'en tant que société, nous avons aujourd'hui plusieurs services et produits que nous avons mis en place. Oui. Principalement, je peux dire que le produit phare que nous avons au sein de la société AgriZoom s'appelle Tindabox. C'est un service de livraison. Au fait, ce service a été lancé suite aux soucis que nous avons rencontrés de AgriZoom avec les prix élevés des produits, la livraison des produits. Et c'est ce qui a fait que nous avons baissé le prix de la livraison partout dans la ville à 500 francs CFA. Et donc, à AgriZoom aujourd'hui, nous avons des locaux dans 2 villes. Nous avons des opérations, nous avons 6 livreurs sur le terrain. Et donc, on ne travaille pas seulement pour AgriZoom, mais aujourd'hui, nous travaillons même pour la compétition. Ceux qui sont dans la distribution des produits agricoles font recours à nos services de livraison. Mais en tant que société, nous ne nous positionnons pas que comme une société agricole. AgriZoom se positionne comme une société agricole et technologique. Et donc, parmi nos services, comme j'ai dit, c'est la livraison intelligente. Et grâce à ce service de la livraison intelligente, nous avons fait une récolte intelligente de données. Parce que comme Charlotte et Bertrand disaient au départ, les données, c'est certes important, mais si je reprends les mots de Yann Bonvy, à quoi bon avoir des données qui n'ont pas suivi une certaine architecture? Et donc,
dès le départ, nous avons structuré en fait comment nous allons mémoriser les données, comment nous allons sauvegarder nos données. Il ne faut pas juste avoir 15 000 numéros de téléphone, ça ne sert à rien. Mais nous avons aujourd'hui plus de 16 000 numéros de téléphone enrichis grâce à notre service de livraison qui est un atout pour le e-commerce. Et donc, comme j'ai dit, AgriZoom, par rapport à l'analyse du marché, à sa taille, la société ne s'arrête plus qu'à l'agriculture. Et donc, nous avons un compte down sur un site qu'on est en train de lancer le 1er février. C'est un site de e-commerce global. C'est un site de e-commerce global qui fait la livraison gratuite parce que nous nous sommes positionnés sur la livraison de Brazzaville et Pointe-Noire. Et donc, en même temps, grâce à vraiment notre service de livraison, ça nous permet de mieux répondre aux attentes de la population quant à la distribution des produits agricoles. Parce que pour nous, sur la chaîne de valeur de l'agriculture, nous avons préféré mettre l'accent sur l'accès au marché des transformateurs avant l'accès au marché des agriculteurs. Pourquoi? Parce que nous nous disons que les transformateurs, ils ont besoin de la matière première auprès des agriculteurs. Certes, nous aidons certains transformateurs à avoir la matière première, mais nous n'avons pas mis un accent sur cela. Notre accent, c'est aider les transformateurs à vendre massivement les produits transformés. Et la partie transformateur, agriculteur, on y arrive doucement parce que ça fait 12 mois déjà que nous sommes sur le terrain. On a eu la crise, on a mieux répondu à la crise de la Covid. On y arrive doucement. On a déjà fait 8 levées de fonds dans la phase pilote. Nous comptons pour cette année 2021 faire plus de 16 levées de fonds pour les agriculteurs. Et donc voilà. Et surtout, on ne va pas attendre de grandir trop pour aller à l'étranger. Déjà, dès mars-avril, parce que là, on a un voyage pour l'Égypte. Dès mars-avril, nous allons commencer, parce qu'on a déjà fait l'étude. On a fait l'étude déjà sur 5 villes. Donc, nous avons Libreville, on a Lubumbashi, Kinshasa, Yaoundé et Douala. Donc, c'est sur ces 5 villes-là que nous devons nous déployer dans les 2 prochaines années. Et donc, déjà pour cette année, on n'a pas encore fini de décider. Mais on est en train de voir pour le Cameroun où déjà Jumia était présent et il s'est retiré. Il y a eu, je pense qu'il y a un peu de vide parce que nous venons avec la livraison. Nous, notre plan d'attaque, c'est d'abord notre service de livraison. Nous travaillons avec nos propres motos. Donc, ce que nous avons fait vraiment, c'est pouvoir. Nous sommes dans le type. Nous sommes allés. Parce qu'au départ, on disait qu'on n'allait pas être profitable trop tôt. Et je pense que nous avons trouvé la formule. Nous avons trouvé la formule pour être profitable. Et donc, on ne pense pas lever des fonds pour ça. On va introduire un investissement, je pense, de $4 000 pour le lancement. Voilà, donc, on a Kinshasa en ligne de mire, on a également Yaoundé en ligne de mire. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait t'écouter toute la soirée. Oui, le temps nous gâte, on est déjà en retard. Je voudrais simplement avoir un retour de la part de Bertrand et aussi de la grande sœur Charlotte sur ce que tu viens de dire avant de conclure. Bertrand? Moi, je suis pas longue. Alors, Bertrand, Charlotte d'abord. Que j'y aille avant? Oui, d'accord, Charlotte. On te laisse la parole. Je ne serai pas longue. Donc, tout simplement pour dire que le modèle économique de AgriZoom avec Steve Dendé illustre parfaitement ce que je vous ai expliqué d'entrée de jeu, c'est-à-dire vraiment répondre de manière structurelle, parce que c'est le travail qu'ils sont en train de faire, donc aux divers besoins qu'on peut justement identifier sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Donc rien à dire par rapport à ça. Franchement, bravo Steve. J'ai pas suivi l'évolution de AgriZoom depuis un an, mais je vous suis de très près et je suis fière des efforts que vous avez pu justement déployer voilà en si peu de temps. Alors, j'ai une question, une seule à Steve et peut-être aussi à Bertrand. Alors, nous avons au niveau de l'Afrique centrale, là, on a la zone de libre-échange, effectivement, dont j'ai parlé, qui est entrée en vigueur. Mais au niveau de l'Afrique centrale, nous avons un retard structurel qui ne dit pas son mot, qui est capital, qui est juste incroyable. Alors, moi, je compte sur justement la synergie que peuvent tisser des structures comme les vôtres. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un AgriZoom qui se déploie très bien au niveau du Congo et qui a l'ambition effectivement d'aller au niveau de la sous-région et ailleurs.
Et nous avons effectivement un Djangolo qui, lui, se déploie très bien au niveau du Cameroun et qui a l'ambition, bien entendu, d'aller également donc, dans la sous-région. Est-ce que, enfin, personnellement, je suis persuadée qu'une synergie entre vos deux structures, par exemple, pourrait réellement nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Voilà, donc en termes de connaissance du marché, en termes également de résolution de nos diverses problématiques. Le marché est énorme, 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 énorme. Et je pense que Steve peut le confirmer de tout ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Je ne crois pas que, Steve, tu me dis si j'ai raison ou pas, je ne pense pas qu'ils ont eu besoin d'aller taper à la porte de nos États pour dire, allez, donnez-nous du financement. Steve, est-ce que tu peux Non, nous n'avons pas à ce jour reçu un seul fonds du gouvernement. Voilà. Nous nous sommes battus. Oui. Certes, nous étions lauréats du programme TEF, mais avant même d'être lauréats du programme TEF, nous étions déjà sous prison. Nous étions présents et d'ailleurs, on a perdu 60% de notre grande TEF grâce au Covid parce qu'on avait, sur Agrizoom, nous vendait également du poisson d'eau douce. Et donc, c'est un investissement qui nous a coûté cher avec le confinement. Avec le confinement, ça nous a coûté très cher. Et donc, on avait misé vraiment presque la moitié de notre grande TEF là-dessus. On peut pas dire que, certes, le financement, c'est bon, mais c'est pas ça qui suffit. Je pense que le dynamisme et l'énergie de la jeunesse, c'est déjà un atout important parce qu'un jeune dynamique, c'est un jeune qui a un réseau. Merci. En fait, tu as tout compris. C'est effectivement la conclusion que je souhaitais apporter, dire aux jeunes qu'il ne sert à rien aujourd'hui de dire on attend tout de l'État. L'État pose le cadre structurel et l'État a déjà effectivement d'énormes chantiers en cours. Donc, aujourd'hui, chaque jeune a cette possibilité-là de se lancer en partant de pas grand-chose et de construire justement donc les futures structures qui seront comparées à des Aliko Dangote, à des Bill Gates agricoles et agroalimentaires demain. Moi, j'y crois fermement et Bertrand et Steve aujourd'hui sont le symbole de ce que nous prenons. Je voudrais tout simplement finir en disant que il y a quelques années encore, nous avions effectivement donc en projet des applications de e-commerce, etc., etc. Et nous nous sommes rendus compte que nous avions sur le terrain des jeunes, mais vraiment d'une très grande ingéniosité. Et aujourd'hui, nous dirigeons ou redirigeons nos membres donc vers des structures comme Djangolo pour tout ce qui concerne le e-commerce et bien d'autres services. Et vers des structures comme Agrizoom très bientôt. Donc, je suis vraiment très, très, très fière. Je pense que nous avons aujourd'hui la preuve comme quoi les choses avancent. Et vraiment, j'exhorte tous et chacun à aller vers ce sens-là. Et bravo encore à toi, Steve. Bravo également à Djangolo qui est dans la même dynamique. Par rapport justement à vous êtes de très belles inspirations pour notre jeunesse. Merci. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Charlotte. Je sais que tu as une contrainte. Et merci aussi pour cette question que tu as posée. En fait, je rebondis dessus et je vais passer le micro à Bertrand. Quelle synergie possible? Parce qu'effectivement, comme Charlotte, c'est la championne des synergies, effectivement, elle voit là l'opportunité de ne pas attendre l'État et d'avoir deux acteurs privés qui peuvent peut-être, eux, créer un noyau d'une dynamique. Alors, Bertrand, je te passe le micro. Quelle synergie possible? Toi qui as un peu plus d'expérience, un peu plus de recul, quelle synergie possible entre Djangolo et Agrizoom? Alors, d'entrée de jeu, je voulais d'abord dire félicitations à Steve, parce que je pense que ce parcours est relativement impressionnant, on va dire. Et je pense qu'il y a là-dedans l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que la capacité à rebondir, la capacité à ne pas s'arrêter, quoi. C'est-à-dire à être résilient. Donc, je vois beaucoup de résilience là-dedans et je pense que c'est super intéressant. Parce que, il y a pas mal d'entreprises qui naissent et meurent hein, pour ces raisons-là. Donc, il y a pas mal de trucs. Donc, de ce côté-là, déjà, je trouve que c'est super intéressant. Maintenant, je vais juste te faire une petite remarque qui vient de mon expérience personnelle. Donc, à prendre vraiment dans le sens de mon expérience personnelle, c'est que rapidement, je lance en fait Djangolo parce que je suis consultant aux Pays-Bas depuis près de 10 ans, 12 ans par là. Donc, et puis, je décide donc de lancer Djangolo parce que je veux aider à résoudre le problème qu'il y a pour les agriculteurs, les pertes post-récolte. Donc, c'était ça mon truc initialement. Donc, au départ, je crée une ferme agricole
avicole, je veux dire, de poulet. Donc, je suis dans la production, quoi, parce qu'à ce moment, je veux apprendre un peu le truc. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai eu une entreprise qui a fait de la logistique parce qu'il fallait vendre. Ensuite, j'ai fait un site internet de e-commerce. Ensuite. Je n'entre pas dans le détail parce qu'on va rapidement boucler là. Mais la leçon que je tire de tout ça, c'est que, l'entreprise existe depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Oui. La leçon que je veux donner à toutes les personnes qui commencent aujourd'hui, et sur notre chaîne YouTube, je le répète à suffisance, c'est que je pense personnellement, au risque de me tromper, mais je pense fondamentalement que nous, en tant que jeunes, on va véritablement décoller en travaillant en synergie et en se mettant sur des tronçons complémentaires. Parce que dans la pratique, je me suis dit, qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée si j'arrive et je vends au marché comme une maman qui est là? C'est-à-dire qu'en fait, si mon boulot, c'est d'utiliser l'informatique pour tuer le job de la dame qui vend devant chez moi, quoi. Et si mon travail vient tuer le travail de celle qui a abouti, qu'est-ce que j'ai apporté évidemment comme valeur ajoutée? Parce que je risque de devenir beaucoup plus riche, mais elle risque de ne plus avoir d'argent. Donc, et c'est un peu ce qui se passe avec beaucoup de jeunes. Steve, si tu arrives au Cameroun, tu vas voir que il y a du monde. Peut-être que sur ce tronçon, il y a du monde, il y a du lourd. Donc, je peux te le garantir. Maintenant, je le dis chaque jour aussi à tous nos jeunes, en fait, que je suis en Hollande. La Hollande, c'est le pays qui a le plus gros potentiel. Je veux dire, c'est le premier exportateur, sinon deuxième en agribusiness. Et l'une des choses qu'ils font, c'est que il y a des entreprises qui, depuis 30 ans, font des bouchons. C'est-à-dire que le bouchon pour les bouteilles, les gars ne font que ça. Ouais. Mais tout le pays s'approvisionne en bouchons chez cette personne. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais la grosse erreur que je vois, en fait, nous, la jeunesse, faire, c'est qu'on veut faire Google en 2 ans. Ouais. Et ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste parce qu'on ne peut pas. On a donc plusieurs entreprises qui font. On a plusieurs entreprises, en fait, qui font. Comment je vais dire ça? Qui font 5 entreprises qui a un niveau de 3 sur 10. OK? Mais ce qu'on a besoin, parce que c'est la Chine, l'Europe, les États-Unis, les gars viennent vers nous avec des entreprises qui ont 9 sur 10 en termes de qualité. Ouais. Donc, on a besoin, je veux dire, aujourd'hui encore, j'ai des entreprises qui sont en Hollande et qui ont besoin de 5 conteneurs d'oignons. Ouais. Mais tu arrives dans un village, tu as 60 gars qui font de petites quantités d'oignons. Donc, ça se voit à tous les niveaux. On a besoin des entrepreneurs qui se mettent ensemble, des producteurs qui se mettent ensemble. 100, 200 producteurs qui se mettent en coopérative et ont la capacité de produire 3 conteneurs la semaine. C'est de ça qu'on a besoin. Et c'est précisément la raison pour laquelle Django est sorti du e-commerce. Ouais. Django est sorti de la production et on s'est mis purement au niveau de la data. Ce que nous on fait, c'est de permettre au gars qui est l'Africain qui est en Hollande, en Allemagne, ainsi de suite, de taper en 1 minute et de trouver 20 entreprises qui font l'accompagnement financier de. D'accord, ouais. C'est de permettre la même chose pour l'agriculteur, de pouvoir juste venir rechercher sur Django et trouver toutes les entreprises qui font du e-commerce. Trouver toutes les entreprises qui peuvent les aider à faire un certain nombre de choses. Donc, bref, on est dans une logique de empowerment. Ouais. Donc, moi, pour répondre rapidement à la question, bien entendu, je vois 2 services. Si AgriZoom est à Douala, AgriZoom va juste rejoindre le réseau. Nous, on va sur AgriZoom. Vraiment, tu as raison sur toute la ligne. Il n'y a pas assez de synergie. Donc, c'est de ça, en fait, qu'il est question. Il y a des des agriculteurs maintenant qui ont besoin de financement. Si AgriZoom a déjà de l'expertise au niveau de la gestion des fonds et de la gestion de projets, parce que la levée de fonds, le financement participatif dans l'agriculture a 2 contraintes. La première contrainte, c'est d'assurer qu'il y a la transparence là-dessus au niveau de l'opérationnel et d'assurer justement que les gens reviennent justement dans leur fonds. Donc, si on a justement cette expertise, c'est super. Donc, Django, c'est la plateforme qui permet à tout le monde de se retrouver. Donc, welcome à Grisou. Je vais juste souligner quelque chose. Droit de réponse de notre ami Steve, et puis après on ferme la boutique parce qu'on est très en retard. Oui. Je vais juste souligner quelque chose. Comme Charlotte a dit au début, il n'y a pas d'infrastructure. Quand on parle d'infrastructure, ça ne vient pas que du gouvernement.
Aujourd'hui, notre société positionne son service de livraison comme une infrastructure qui fait du B2B avec les autres vendeurs sur Internet. Même s'ils ont des pages, donc c'est une infrastructure que nous avons mis à disposition de AgriZoom et des autres. Et c'est comme ça. Parce qu'il y a des choses qui manquent au fait. On ne peut pas donner la livraison à des individus qu'on ne maîtrise pas. Il faut une société bien organisée et qui est abordable. Et surtout qui est numérique, parce que nous allons dans l'optique du numérique. Tout doit être fait en ligne. Et donc voilà. Très bien. Déjà, c'est pour ça que nous avons lancé ce service. Mais sinon, nous sommes initialement sur le e-commerce et les levées de fonds. La levée de fonds, on est en phase pilote. On n'a pas encore assez de ressources pour mettre trop d'énergie sur ça. On comptait travailler avec des partenaires, mais bon. On va revenir. On aura l'occasion de revenir. Il n'y a pas de souci. On aura l'occasion de revenir. Merci. Vraiment, c'est ça. Il faut la synergie. Ce que vous faites sur la data, c'est pas ce que nous faisons ici avec les agriculteurs. Donc, vous pouvez faire par notre intermédiaire cela ici au Congo. Donc, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Voilà. Peut-être l'autre point, c'est que AgriZoom peut faciliter l'intégration de Django au Congo. Ça, au Congo, voilà. Il y a effectivement... Vous trouvez 10 000 codeurs, c'est comme ça. On se retrouve, les grands frères, les petits frères, et la grande sœur, et là, c'est la famille. Douglas, s'il te plaît, j'ai une petite annonce à faire, toute dernière, 2 minutes. Oui. On est très en retard. 30 secondes. Alors, en fait, moi, je vous attends tous du côté de Yaoundé. Donc, le 5 et le 6 avril 2021. Donc, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis de crise sanitaire, etc. Pour justement le Africa Agri Forum, qui est cette belle conférence dédiée donc à l'émergence du secteur. Nous aurons un panel dédié uniquement aux numériques appliqués à l'agriculture. Et je compte sur vous. Donc, toi, Steve, toi, oh my God. Bertrand, bien entendu, incontournable. Et bien entendu, également, Douglas, on pourra faire des plateaux à partir de Yaoundé pour le monde entier grâce au numérique. Merci infiniment. Merci pour cette annonce, grande sœur. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Il y a eu une bonne audience ce soir. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont commenté. Standing ovation pour des grosses dédicaces à toi, hein, Steve. Là, tu as fait carton plein. Là, tu as fait le carton plein. C'est bon. On est très content et très fiers de pouvoir valoriser des jeunes comme toi qui sont dynamiques, qui sont déterminés à réussir, qui sont décomplexés, qui sont audacieux, qui ont compris l'importance de la langue anglaise, hein, qui a pu t'ouvrir des portes, qui ont compris l'importance de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que l'école, d'accord? J'insiste aussi pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas que l'école. Il y a l'entrepreneuriat, il y a l'envie. Je note les réseaux. Les conférences, allez-y aux conférences. Dédicace à Max Bombel et la conférence J-Certif, hein, qui a été le point de départ pour beaucoup de personnes. Ça a été mon point de départ pour le Brazzaville. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Désolé hein, pour ceux qui… On a pris un petit peu de temps. Donc il y a beaucoup de personnes qui saluent. Alors on demande les mails. Alors Steve, où est-ce qu'on peut comment on te gère? Les gens veulent te contacter maintenant. Attention, le micro. Le micro. Donc, de toute façon, on va envoyer, le micro, ton micro. Oui, mon email, au fait, c'est un livre gratuit. Gmail, un livre gratuit, @gmail.com. Voilà. Hein? Voilà. Donc, de toute façon, on va mettre ça l'information sur LinkedIn pour ceux qui nous suivent. Hein. N'hésitez pas. Donc, voilà, il y a des choses qui se passent en direct. Les gens s'envoient les mails, on dit que bon, voilà mon mail, voilà. Et puis Bertrand aussi, hein, le carton plein. Ibrahima, merci. Roland, merci. Rendez-vous les 4e mardis du mois. On sera là. Sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Si vous connaissez des profils que vous voulez valoriser comme Steve, donnez-nous l'information. On ira enquêter, on ira les voir, on leur donnera la parole. C'est pour la jeunesse, c'est une rencontre de génération. On est autour du baobab, d'accord? La tradition orale, et puis derrière, il y a du business et des contacts qui se font. Merci en tout cas. J'espère revenir très bientôt. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu peux devenir un de nos consultants parce qu'effectivement, il y a besoin de personnes comme toi qui connaissent le terrain. Pour chaque mois, au moins une intervention pour moi. Chaque mois, une intervention. C'est ton côté entrepreneur, Steve, c'est bien.
Voilà, merci en tout cas à vous tous. Merci à la grande sœur. Merci. Merci pour ta présence. Merci de prendre le flambeau. L'email. Bertrand, donne-moi l'email, hein, parce que les gens ne vont pas me laisser là. Dis-moi un peu comment je mets, quel mail je mets, parce que là, les gens ne vont pas nous laisser. C'est bon, voilà. Steve, Steve, donne-moi ton mail dans le chat privé là, comme ça je fais copier-coller. Voilà le mail de Bertrand. Voilà, pour ceux qui veulent le mail de Bertrand, il est là. Voilà. Donc Bertrand Fauffet, vous avez vu, hein, il est très, très dense, très structuré. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On est très content d'avoir avec nous Djangolo, très content d'avoir avec nous aussi AgriZoom. Retenez ces marques-là. C'est des marques aujourd'hui de personnes qui sont déterminées à changer complètement la donne au niveau de l'agriculture en Afrique. Des personnes sur lesquelles nos gouvernements doivent s'appuyer. Ils sont sur le terrain. Ils sont professionnels. Ils n'ont plus rien à prouver. Maintenant, mettez-vous avec eux autour de la table parce qu'il y a une expertise réelle avec bien sûr la grande sœur pour le travail important au niveau du cadrage de ce webinaire. Hein, tu vas nous aider à donner corps, à cadrer parce que nous, on arrive un peu avec notre fougue. Toi, tu nous replantes le décor. Les problèmes d'importation, les problèmes de gouvernance, le problème de manque de synergie entre les acteurs. Donc, c'est beaucoup. Salutations à tout le monde. Voilà, on dit bonsoir à tout le monde. Désolé, on a pris 1h30. Voilà, on essaiera d'être un peu plus court la prochaine fois. Mais vraiment, le profil de Steve était vraiment très, très intéressant et je pense que ça a été très, très inspirant. Bye bye tout le monde. Je vous laisse avec une vidéo humoristique comme d'habitude. Et puis, on se dit rendez-vous dans un mois, 4e mardi du mois. 10 000 codeurs, agriculture, jeunesse, numérique. Au plaisir, bonne continuation. 15 euros, donc on reste sur le cap pour 2030. Bye bye. Deron Mulumbu, 28 ans. Jeune entrepreneur et créateur de la première tablette Made in Africa. Ma grande fierté. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Dans la vie, il faut savoir se battre et défendre ses idées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais jamais j'aurais cru que j'en serais venu au mai. Ah, mais le gars est mal. C'est pas parce que tu viens de tu peux me gifler comme ça. Ah ben tu ne veux pas aller en Europe. Ah, on reste ici parce que tu sais quoi? En Europe, quand tu ouvres les robinets, c'est pas de l'eau qui coule. C'est du miel. Ah bon? En Europe, dans les arbres, c'est pas des feuilles qui poussent, c'est de l'argent, ça tombe par terre, les gens ramassent ça. Ils vont faire les courses avec au supermarché. Ah bon? Mais oui, en Europe, hein, les habits, ça pousse dans les champs, comme des jeunes carottes confisquées. Les gens ramassent ça, les habits, les t-shirts, ils mettent ça directement. Ils ramassent les pantalons, ils mettent ça directement. Ils ramassent les chaussures, ils mettent ça directement. Ils repartent saper comme un sapeur congolais. Ah bon? La sape. C'est ça l'Europe. Ah bon? C'est ça l'Europe. Regarde. Regarde, lui là. Je suis sûr, c'est un bengue, c'est un Europe. Viens là, viens ici toi aussi, l'Européen. Ce gars-là vient d'Occident, c'est un benguiste. Non, je ne suis pas un Européen. Comment ça, tu n'es pas un Européen? Comment tu aurais pu avoir ça alors? Je suis congolais, c'est moi qui ai créé cette tablette. Oh, Congolais, tu as créé ça? Les lézards mangent des crocodiles, hein? Déjà, ce gars-là représente l'Africain que je déteste. Celui qui pense que rien n'est possible en Afrique. Et de 2, il me parle mal. Oh, mais ce gars est fou! C'est pas parce que tu es occidental que tu peux me frapper comme ça, parce que tu viens de l'Occident. Et à chaque idée reçue que cet homme a sorti de sa bouche, je l'ai giflé. Ah, le gars est malade! À chaque fois que tu sortiras une bêtise, je te giflerai. Une bêtise? On sait très bien que ce sont les blancs, les occidentaux qui font ça, pas les noirs. Ce gars veut se travailler. Le gars veut me travailler, il veut se battre. Il veut se battre avec moi. Il veut se battre avec moi.